Cette semaine, dans Carnet de santé, la maternité est une période gratifiante pour beaucoup de femmes, mais elle peut conduire à de sérieux problèmes de santé mentale chez certaines. On en parle. Le docteur Sarah Boudoromiye, médecin au Kenya, explique l'impact de la grossesse sur la santé mentale de certaines femmes et ce qui doit être fait pour le bien-être des nouvelles mamans. Diagnostiquer le cancer du poumon avec exactitude et à un stade plus précoce. C'est ce qu'offre un robot dans un centre de santé à Burlingame, en Californie. De plus, des chiens apportent du réconfort aux voyageurs stressés à l'aéroport international d'Istanbul. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Devenir maman est souvent une expérience joyeuse et enrichissante, mais ceci n'est pas le cas pour de nombreuses mères qui font face à des problèmes de santé mentale pendant et après la grossesse. Durant cette période, le corps et les hormones de la femme subissent des changements qui peuvent déclencher diverses émotions. Selon le Centre d'obstétrique et de gynécologie de Raleigh, en Caroline du Nord, l'anxiété, la dépression postnatale, la culpabilité et l'isolement sont des défis auxquels certaines mamans sont confrontées. Les femmes qui ont des antécédents de dépression, de stress, d'abus ou qui ont peu de soutien social sont particulièrement à risque. Partons au Nigeria à la rencontre de Kuluwa Yusuf Moussa, résidente à Abuja. Cette mère de 2 enfants décrit son expérience de la maternité comme des montagnes russes émotionnelles. Le récit est de Ginny Niwa. Je m'appelle Kuluwa Yusuf Moussa et je suis mère de 2 enfants. Mon expérience de la maternité est remplie de nombreux défis et de beaucoup de joie. Lorsque vous regardez en arrière, pendant la période de grossesse, vous avez dû faire face à de nombreux défis, à la maladie, aux nausées matinales, jusqu'au moment de l'accouchement, aux nuits blanches. Mais lorsque vous regardez le bébé, la joie efface la plupart des défis. Ce qui me rend malheureuse pendant cette période, c'est le manque de soutien. Prenons l'exemple des Igbo et des Yoruba. Lorsqu'elles sont alitées, leurs proches viennent et restent avec elles. Elles se reposent suffisamment, elles dorment bien. Ce n'est pas le cas pour nous, les habitants du Nord. La plupart des membres de la famille, en particulier ceux du côté du mari, disent « Tu n'es pas la première femme à donner naissance à un enfant. Pourquoi te plains-tu des tâches ménagères ?» C'est la paresse qui est à l'origine de toutes ces choses. Ce dont nous avons besoin, c'est d'amour et de soutien pendant cette période. Mon conseil aux femmes qui viennent d'entrer dans la maternité est qu'elles doivent prendre soin d'elles. Ne pensez pas que parce que vous êtes mère ou que votre bébé pleure, vous n'avez pas de temps pour vous. Ne pensez pas que vous n'avez pas le temps de prendre un bain ou de prendre soin de vous. Ne quittez pas votre maison brutalement, même si vous n'avez personne pour vous aider. Utilisez le peu de temps dont vous disposez. Rendez-vous heureuse. Encouragez-vous. Demandez conseil. Ne restez pas silencieuse à endurer la douleur toute seule. Si votre bébé pleure ou si vous croyez qu'il a de la fièvre, cherchez des conseils auprès de personnes ayant l'expérience de la maternité. Nous disposons aujourd'hui de médias sociaux. Lorsque vous remarquez un changement, il vous suffit de taper « S'il vous plaît, comment puis-je gérer cela ?» Avant même de vous en rendre compte, vous recevrez de nombreux commentaires et vous serez soulagé par cette communication, au lieu de rester silencieuse et d'endurer tout cela toute seule. Avant que vous ne le réalisiez, c'est ce qui vous conduira à la dépression postpartum. Si vous êtes maman, comment prenez-vous soin de votre santé mentale et physique et quels sont les défis que vous avez rencontrés durant la maternité? Voici quelques réactions dans les rues de Kinshasa en RDC. Le fait de devenir mère, c'est une modification que subit une femme depuis la conception jusqu'à la naissance. Alors ça amène à vous une attitude différente de lorsque vous n'étiez pas mère. Vous devenez responsable envers vous-même et envers l'enfant qui naîtra. Quand vous êtes maman, vous avez des enfants,
il faut le nourrir, il faut les vêtir, il faut les instruire, que les enfants étudient et il faut bien les garder. L'éducation des enfants aussi, il faut bien les préserver. C'est ça les défis que chaque maman a. En tant que mère, vous devez veiller à ce que vous ayez une santé mentale saine pour ne pas impacter l'enfant. Parce que le bien-être de l'enfant dépend de votre santé mentale. Il faut vraiment veiller à ce que vous ayez une santé mentale saine pour le bien-être de l'enfant. La mentale, c'est ce qui nous fait vivre. Je dois veiller à cela. Je ne dois pas être trop surchauffé. Je dois être posé, bien gérer mon mental. Puisque c'est ce qui fait que je puisse gérer mes affaires. En tant que mère, je me suis dit, j'ai eu des enfants. À mon âge, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et je dois très bien les éduquer. Les enfants sont nourris, les enfants sont vêtus, les enfants sont allés à l'école, ils ont terminé. Maintenant, ils vont commencer à faire leur vie et moi, en tant que mère, je me repose. Parce qu'à mon âge ici, je ne peux pas encore aller éduquer les enfants, tout ça, faire ça. Ce que je fais, je vis que c'était bien. Vous devez vous priver de votre jouissance, de certains droits, vous les sacrifiez au profit des enfants. Il y a des choses que vous devez faire, vous ne les faites plus en tant que mère, en tant que parent. Il y a des endroits que vous devriez fréquenter, aller, vous n'arrivez plus à le faire à cause de l'amour que vous avez pour l'enfant parce que l'enfant veut toujours vous voir à ses côtés, l'enfant veut votre attention. Donc vous avez plus l'intérêt de l'enfant qui prime sur votre intérêt, vous en tant que mère. Donc il y a des défis nombreux, mais parmi tant d'autres, c'est d'abord la privation, les sacrifices. Le docteur Sarah Boudromiye est médecin généraliste au Hospital Care à Nairobi, au Kenya. Elle explique certaines réalités auxquelles sont confrontées les mamans durant la période de la grossesse à la naissance, ainsi que certaines implications du point de vue de la santé mentale. La maternité est considérée comme un événement très joyeux et très excitant parce que, bien sûr, nous savons tous qu'en fin de compte, le désir du bébé va se réaliser et nous sommes tous excités. La famille est enthousiaste. Commençons tout d'abord par la période précédant la grossesse. La façon dont la grossesse s'est déroulée, certaines grossesses ayant été pratiquement non désirées, ont un impact très important sur la façon dont la grossesse se déroulera et sur la façon dont la mère l'acceptera et surtout sur la façon dont elle mènera à bien le parcours des 9 mois. La deuxième chose la plus importante est que la grossesse est associée à de nombreux changements. Il y a ce qu'on appelle les changements physiologiques par lesquels le corps essaie de s'adapter à la nouvelle personne. La santé mentale est un élément très important de la grossesse de la mère. Actuellement, l'OMS recommande un dépistage de la santé mentale chez les femmes enceintes et plus particulièrement chez les femmes en postpartum au cours des 8 premières semaines de vie au moins, afin de savoir comment la mère vit sa grossesse, sa santé mentale et les sentiments qui l'entourent. L'OMS propose le dépistage de maladies telles que la dépression postpartum, qu'il est très important de prendre en compte, en particulier au cours des premières semaines de la vie, afin de la détecter suffisamment tôt. La dépression postpartum est malheureusement une réalité en Afrique, car l'OMS affirme que jusqu'à 15,16% des femmes enceintes et jusqu'à 20% des femmes en postpartum peuvent souffrir de dépression postpartum ou de n'importe quel type de stress lié à une maladie mentale. En tant que professionnels de la santé, nous devons examiner les mères à chaque fois qu'elles viennent à l'hôpital pour vérifier comment elles se sentent. Et nous les encourageons à parler dès qu'elles ressentent quoi que ce soit en rapport avec la dépression postpartum. Nous sensibilisons également les mères, nous les encourageons aussi à toujours parler, à toujours s'ouvrir et à ne jamais cacher, car la dépression postpartum n'est pas un tabou. Ce n'est pas une honte, c'est quelque chose qui arrive et qui peut être traité. Et la mère se remettra en bonne santé et se portera très bien avec son bébé. Aux États-Unis, environ 125 000 personnes mourront du cancer du poumon en 2024, selon l'Institut national du cancer.
Au centre médical Mills Peninsula de Sutter Health à Burlingame, en Californie, un robot permet un diagnostic encore plus précis de la maladie. Récit Blanche Sanou. Au centre médical Mills Peninsula à Burlingame, en Californie, le personnel soignant bénéficie de l'assistance des nouveaux robots de bronchoscopie dévoilés le vendredi 19 avril. Les médecins espèrent que ce robot aidera à produire des diagnostics de cancer du poumon plus sûrs et plus précis. Le robot est mince, il peut donc atteindre beaucoup plus de branches que nous le pouvons avec nos bronchoscopes actuels. Je vois cela comme l'avenir. Pour les patients dont les examens ont révélé des signes troublants tels que des nodules, les médecins espèrent pouvoir établir un diagnostic plus précis en trouvant plus facilement ces nodules dans les poumons pour effectuer une biopsie. Le docteur Alexander Zinder a utilisé le nouveau robot de bronchoscopie ION sur 3 patients. Il espère que la capacité du robot à détecter les nodules difficiles à atteindre contribuera à réduire l'anxiété des patients. Le nouveau robot ION permettra aux médecins de naviguer dans les poumons avec une carte virtuelle produite à partir du scanner lors d'un dépistage et fournit également une vue en temps réel des poumons lorsque le tube pénètre dans les voies respiratoires. Nous pouvons insérer des marqueurs pour aider le chirurgien à couper moins de poumons que nous le ferions traditionnellement. Il se peut qu'il y ait ou non à l'avenir des moyens de traiter le cancer de poumons de l'intérieur sans avoir à soumettre les patients à une radiothérapie ou à une intervention chirurgicale. Le robot surveille également les bords des poumons, offrant ainsi aux médecins une plage de distance permettant d'utiliser l'aiguille pour la biopsie en toute sécurité sans provoquer de dommages pulmonaires. Prendre l'avion peut être stressant pour de nombreux voyageurs. L'aéroport international d'Istanbul a une solution. Des chiens, tout simplement. Comme l'explique Nanit Talani. Regardez. Alita et Cookie ne sont pas des chiens ordinaires. Ce sont des chiens thérapeutiques. Ils sont prêts pour une nouvelle journée de travail. Leur tâche consiste à calmer les nerfs des passagers anxieux à l'aéroport d'Istanbul. Ali Batiyari, un passager iranien de 31 ans qui rentre d'Istanbul à Téhéran, explique ce qu'il ressent lorsqu'il caresse les chiens thérapeutiques. C'est génial. Quand on les voit, l'anxiété disparaît, c'est sûr. Ah, notre chien nous manque à la maison. L'entraîneur Volkan Arslan explique la qualité et la durée du dressage des chiens nécessaires pour que ces animaux deviennent suffisamment amicaux et que les passagers puissent jouer avec eux. Il s'agit d'un processus d'1 an. Nos chiens ont subi un entraînement sérieux. L'objectif de ce projet est le suivant. Nous accueillons des millions d'invités du monde entier et nous avons lancé le projet de chiens de thérapie pour offrir à nos invités une meilleure expérience de vol et réduire leur stress éventuel. Au cours des 2 derniers mois, nous avons travaillé activement sur le terrain avec nos nouveaux collègues. Ce concept a vu le jour aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. Des dizaines d'aéroports américains ont mis en place de tels programmes. Une passagère russe de 23 ans qui s'apprête à prendre un vol pour Moscou depuis l'aéroport d'Istanbul explique ce qu'elle ressent en caressant le chien de thérapie. C'est si bon, si bon. Je ressens vraiment la thérapie. Le dresseur turc de 46 ans nous en dit plus sur la façon dont les chiens sont préparés pour ce travail important. Les heures de travail de chiens sont planifiées de manière à ce qu'ils ne passent pas plus de 3 heures par jour avec les passagers. Le chien qui travaille aujourd'hui se repose le lendemain. Le lendemain, un autre chien part sur le terrain et après avoir travaillé pendant 3 heures et terminé son service, nous retournons à notre camp. Avec quelques 76 millions de passagers qui transitent par l'aéroport d'Istanbul depuis 2023, l'équipe de chiens sera certainement occupée à rendre les voyageurs heureux et paisibles. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.